if I may ask our colleagues. Permettez-moi de demander à mes collègues participants à ce panel de me rejoindre sur la scène avant de commencer cette manifestation. Dans l'entretemps, permettez-moi de vous notifier du fait que c'est une manifestation en streaming vers le français, l'arabe et le portugais. Je vous encourage vivement à faire des commentaires en vous servant du dièse Connect Africa ou Connect Afrique et soyez conscients que vous avez une interprétation simultanée vers les trois langues, vers l'anglais, le français, l'arabe et... Pardon, live stream en français, portugais, anglais et arabe. Et ensuite, vous pouvez poser vos questions en français et en anglais avec le hashtag grâce à l'interprétation simultanée. Quelques remarques d'intendance avant de présenter formellement et officiellement le sujet. Pendant la session de questions et réponses, je vous demande de bien vouloir être bref, succinct, vous présenter et poser la question. Pas de longues déclarations, ne vous épanchez pas. Ensuite, la plupart des personnes qui souhaitent le faire pourront participer, soit en posant une question ou en faisant un commentaire, mais que ce soit bref. Et je veux bien vous demander des applaudissements, ça me ferait plaisir et chaud au cœur de me sentir bien accueilli. Et nous allons commencer le programme. Chers invités, éminents invités, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de vous souhaiter la bienvenue au lancement officiel par le groupe de travail de l'ONU et leurs partenaires multilatéraux, rapport s'appelant l'Internet à haut débit pour tous, le Moonshot pour l'Afrique. Pour dire simple, un rapport qui examine les pièces constitutrices, les mécanismes qui nous permettent d'avoir un accès universel vers une économie numérique pour tout un chacun, toute personne vivant sur le continent africain. Je suis Lerato Mbele et je suis journaliste chez Mbele Africa à la BBC et je suis moi-même une Africaine. Même si je suis née sur le continent africain, et d'ailleurs j'ai grandi sur le continent africain aussi, je ne me vois pas comme étant une véritable, réelle et crédible représentation du peuple africain ou des femmes vivant en Afrique. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tout d'abord, je n'ai pas moins de 25 ans, que ne le fus-je, mais je n'ai pas moins de 25 ans, et c'est dommage. Pendant le continent africain, dans AfriSpeak aujourd'hui, on sait que 75% de la population africaine est de moins de 25 ans. Donc il y a une démographie jeunesse qui représente une composante éminemment importante dans l'historique ou dans le récit de la croissance. Je suis femme et je suis fière de l'être. Ça veut dire que je représente 50% de la population africaine, mais moi je suis quand même je suis dotée d'une instruction supérieure. J'ai participé à l'enseignement supérieur. Et la femme moyenne africaine n'a pas obtenu d'enseignement supérieur. D'ailleurs, les taux d'abandon, de décrochage au lycée est important chez les jeunes filles et c'est en hausse. De plus en plus de jeunes femmes deviennent pourtant entrepreneurs, mais au mieux, dans nos PME, elles sont analphabètes, nos mères, nos sœurs. Ce qui fait qu'elles sont toujours dans le seuil entre la souffrance, peut-être un petit gain, mais toujours la souffrance et la pauvreté. Alors j'ai un travail à plein temps aussi pour la BBC, la télévision BBC. Et ça ne veut pas dire la sécurité sociale qu'a toute femme africaine. Pour tous ceux qui sont employés à la BBC, en Afrique, ils sont soit sous-employés, soit mal payés, ou les deux. Ce qui crée une composante de vulnérabilité supplémentaire pour le continent africain. J'examine moi-même des notes sur ma tablette et j'ai dans mon sac à main un téléphone portable, un iPhone. Donc j'habite dans un monde où 70% de la population africaine se trouve dans un monde de 2G, alors que moi je suis dans le monde du haut débit. Je ne suis pas ici pour parler de moi, ni même de vous, mesdames et messieurs. Nous sommes ici pour parler des 1,1 milliard d'Africains qu'on a besoin de connecter au nouveau monde d'une économie numérique de haut débit où ils peuvent apprendre, vivre, opérer des transactions et avoir un meilleur avenir. Et l'appel que nous essayons de lancer dans ce rapport, c'est d'identifier les outils concrets au niveau infrastructurel, au niveau politique et au niveau des investissements qui, on l'espère, nous permettra de
rallier toutes ces personnes et de reconnecter toutes ces personnes à ce brave nouveau monde. Examinons donc les contenus de ce rapport par l'intermédiaire de ce clip vidéo, un dessin animé. La révolution du numérique est arrivée en Afrique, avec un avenir prospère pour les plus jeunes, un avenir brillant pour des jeunes qui pourraient être les plus grands dirigeants du monde bancaire et de toute la planète. Et donc cela veut dire énormément de possibilités pour des personnes qui ne l'auraient jamais imaginé par le passé. Maintenant, un téléphone intelligent, un téléphone mobile est un outil d'autonomisation. Mais cette opportunité doit être accrue pour s'adapter aux besoins en pleine évolution, en pleine mutation d'un continent énorme avant que la fenêtre de tir ne se ferme complètement. Eh bien, un tiers seulement de la population en Afrique a accès à un Internet de haut débit, ce qui veut dire que la transformation de l'Afrique demeure un énorme défi, surtout en matière de croissance économique. Mais le fait de brécher cette brèche numérique, de la combler, cette brèche numérique, ça veut dire une enveloppe de financement de 5 milliards de dollars pour connecter 1,1 milliard d'utilisateurs d'ici 2030. 5 pays d'Afrique représenteront 46% de toutes les régions et des investissements et des besoins en matière d'investissement projetés. Mais aucun pays, plus grand ou plus petit soit-il, doit être laissé pour compte. Et des efforts spécifiques seront nécessaires pour atteindre les 1 milliard de personnes qui vivent dans les zones les plus éloignées, les plus isolées, les zones rurales, sans accès à la téléphonie ou sans accès à Internet. Et tout cela, c'est un écosystème à créer en tenant compte de la formation, de l'éducation en matière de compétences numériques. Et cela veut dire tout un cadre réglementaire qui doit exister. Au-delà de la simple infrastructure, il faut aussi connecter des artistes au Mali à des professeurs au Mozambique. Des journalistes de Djibouti qui peuvent faire des entretiens d'entrepreneurs avec des entrepreneurs au Cameroun, qui partagent toutes leurs connaissances aux quatre coins du continent et aux quatre coins de la planète. Donc les millions de jeunes personnes qui commencent à rentrer dans la main-d'œuvre ou dans la population active chaque année sont prêts à saisir cette occasion de transformation si nécessaire et pour surtout arriver dans la population active. Mais il faudra une eau potable, logement, éducation et santé publique conjuguées pour que les pays puissent le faire et puissent aller si loin et apporter tous ces services de base à leur population. L'Afrique ne peut se permettre ni de réfléchir petit, ni de voir les choses lentement. Il faut le faire ensemble et cela va nécessiter un effort uni et de front. Je profite de l'occasion qui m'est donnée à présent pour vous présenter 6 personnes qui sont des personnes qui sont prêtes à monter au créneau et à créer un accès universel pour l'Afrique. Avant de les présenter, je rappelle à tous mes collègues qui entrent encore dans la salle que nous sommes dans un live stream en français, anglais, arabe et portugais, #ConnectAfrica. Je vais vous présenter les premiers intervenants. D'abord, Odelia Damzalai-Zamirou, ministre de l'Éducation économique numérique au Bénin, et elle va nous parler de ce qu'elle voit comme étant transformation. Il a exactement 2 minutes. Ministre, je vous donne la parole, Madame le ministre. Thank you, Lorato. Merci Lorato. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon pays s'appelle le Bénin. Comme l'a dit Madame, c'est un pays d'une population de 10 millions de personnes. À l'heure actuelle, nous assistons à une profonde transformation, une transformation de fond en comble, tout sur la manière dont nous voulons que notre pays puisse saisir toutes les occasions qui se présentent à lui dans le monde de la technologie, des technologies numériques, d'Internet, pour avoir un emploi économique, des emplois économiques apportés aux plus jeunes et à toute notre jeunesse, et pour que cette jeunesse puisse vraiment exploiter et tirer pleinement parti de ces technologies pour les aider ensuite aider les gouvernements à réussir à avoir une meilleure transparence en matière de croissance économique et aussi pour le plus grand bien-être socio-économique de notre population.
Mesdames et messieurs, ce n'est pas une mince affaire et une entreprise fort difficile pour un pays tel que le nôtre. Quand on parle d'accès, un accès à l'Internet haut débit pour un Africain, d'ordinaire, ce que je dis dans ce genre de questions, c'est que ceux que nous voulons connecter, les personnes qui ont besoin d'être connectées, eh bien, ne se trouvent pas dans les instances où nous discutons de ces problématiques. Les femmes, les jeunes dont on parle et que l'on veut connecter à Internet aujourd'hui ne sont pas présents ici dans cette salle aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous aviez tout à fait raison, Madame Lorato. Ces personnes ne sont pas ici dans cette salle avec nous. Donc, comment faire en sorte que, en tant que instance de développement international, en tant qu'investisseur, comment est-ce que nous faisons en sorte que les voix de ces personnes sont entendues, qu'on les tient en compte, même si elles ne sont pas ici dans la salle? C'est très difficile. Et c'est vraiment, finalement, ce qui devrait faire que nous voudrions faire de notre mieux, nous-mêmes, pour pouvoir connecter ces personnes. J'ai 2 minutes, pardon. C'est... Lorsqu'il s'agit de relier les personnes entre elles et de les connecter à Internet, je vais vouloir partager une anecdote avec vous. À chaque fois que je vais à Paris, et il y a cette espèce de slogan d'une grande société, je ne vais pas prononcer le nom de la société, qui dit « vous ne vivrez qu'une fois ». Mais si vous vivez bien, une fois ça suffit de toute manière, une fois vous suffit. Voilà exactement de quoi il s'agit. C'est vraiment le maître mot lorsque l'on parle de connectivité, à mon sens. Il s'agit de connecter des personnes en ligne, mais si vous faites mouche, si vous le faites bien, vous n'avez pas besoin de le refaire, vous n'avez pas besoin d'essayer encore une fois, parce qu'une fois que les personnes sont connectées, elles sont en ligne et elles se débrouillent elles-mêmes. Et c'est pour cela que je voudrais parler de la manière dont on peut le faire, pour que les personnes soient connectées à Internet haut débit et qu'elles n'aient plus besoin d'en faire appel à nous pour être reconnectées. Une fois qu'elles seront connectées, elles iront loin. Madame le ministre, je vous applaudis vraiment chaleureusement. Vous avez vraiment eu grand courage et en plus le français est votre première langue. Je ne vais pas être aussi gentil à partir de maintenant. Les prochains intervenants, nous avons le secteur privé, Peter Ibb, et le PDG de Lufthansa. 2 minutes pour vous, monsieur. Thank you so much. Merci beaucoup, je suis vraiment heureux de me trouver avec vous. Je suis le PDG de Bluetone et notre message principal est de connecter les non-connectés. Ça veut dire un certain nombre d'obligations pour nous à endosser. Ce fut un grand plaisir pour moi de participer à ce rapport Moonshot Africa. Le réseau m'a souvent demandé, enfin notre réseau de collaboration partenaire nous a souvent demandé d'examiner les jalons de ce programme. Est-ce que nous pouvons vraiment le faire, me demande-t-on, d'ici 2030, connecter toute l'Afrique, tous les habitants d'Afrique? À mon avis, oui, c'est notre travail quotidien dont on parle, même si cela va exiger que nous réfléchissions hors de la boîte et même fassions réflexion révolutionnaire, d'une certaine manière, du côté de l'activité commerciale. Il faut traiter ta question différemment, je crois, aussi. Surtout du point de vue de la réglementation, des cadres réglementaires et des gouvernements, il faut que cela soit aussi au rendez-vous. Et c'est quelque chose qui fait intervenir secteur privé et secteur public en alliance. Donc, commençons à avoir les enveloppes de financement nécessaires pour pouvoir le faire, parce qu'ensemble, nous pourrons vraiment surmonter ce défi. Third, I'd like to welcome Doreen Bogdan-Martin, directeur exécutif de Telecommunications Development à l'UIT. Union internationale télégraphie téléphonie. Merci beaucoup et bonjour. Tant à dire, tant de choses à dire, mais si peu de temps. Comment faire? Mesdames et messieurs, l'argument, le dossier principal, l'argumentaire principal pour la connectivité à haut débit est tout à fait clair. Nous voyons qu'il y a là un impact économique et social, un taux de pénétration de 10%, cela veut dire une hausse du PIB en Afrique de 2,5%, par un facteur de 2,5%. Et pour parachever les ODD 2030, il va falloir absolument que la connectivité à haut débit soit possible. Pour 63, et l'agenda de 63, ça dépend de connectivité
connectivité aussi. Et nous sommes aussi tout à fait heureux de constater que l'Afrique a des projets d'accès à haut débit, mais il n'y a que 2G et 3G et 30% connectés en Afrique aujourd'hui, comme on l'a vu dans le petit clip vidéo. Et nous sommes en train d'atteindre un plateau. Il n'y a plus de hausse, donc le bas de la pyramide, ceux qui en ont besoin le plus de cette connectivité, cette brèche s'accroît. C'est une grande préoccupation. Cette brèche numérique augmente. Dans les faits, les chiffres, nous allons voir que la brèche numérique en matière de sexospécificité ou entre hommes et femmes, ça va creuser encore, ce qui nous préoccupe énormément aussi. Et donc il faut complètement opérer un changement dans l'approche, une feuille de route, et nous devons réfléchir différemment et nous concentrer véritablement sur le côté demande, sur les compétences, sur les talents, et vraiment rompre tous les silos qui existent. Passer en examen ce rapport et le voir, ce rapport comme étant un tremplin, l'opportunité que de modifier complètement la donne et changer la trajectoire pour qu'on arrive vraiment à bon chemin et à bon port. Merci de nous avoir rappelé aussi de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Akin Stein, administrateur pour la commission haut débit de la commission. C'est à vous. Oh, des mots d'introduction particulièrement dangereux, mais permettez-moi de rejoindre mes collègues ici présents et bien sûr dans le panel dans quelques instants en répondant à la question, au défi que vous avez posé. Évidemment, c'est un grand souci que cette connexion, de connectivité de l'Afrique. Alors que nous avons quand même beaucoup de chemin à faire, ce n'est pas quelque chose que l'on doit voir comme étant dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est dans l'instant et dans l'ici maintenant que ça se passe. Comment faire que le développement fonctionne aujourd'hui pour tout le monde, pas pour une seule personne, pour tout le monde ici maintenant. Et voilà une idée que je voudrais un petit peu plus préciser maintenant. Que se passe-t-il lorsque vous avez la connexion à haut débit qui arrive? C'est un défi infrastructurel, primo. Sans structure à haut débit, on ne peut pas voir une économie numérique importante et des opportunités d'emploi non plus. Mais le simple fait de pouvoir se connecter, lorsque vous avez une prise, le fait d'avoir, bon, tout simplement avoir une image analogique ici, un câble et une prise, c'est très bien, mais il y a tout un écosystème qui doit croître autour de cette infrastructure de haut débit, de bande passante à grande vitesse. Et toute la discussion moonshot qui découle de ces estimations, vous dire comment est-ce qu'on améliore les capacités des femmes, des hommes, déjà lorsqu'il y a tant d'inégalités, tant de différentiels entre population urbaine, population rurale, hommes, femmes, personnes âgées, personnes plus jeunes, en termes socio-économiques, il faut recomposer cela, réintégrer cela dans la réflexion structurelle, infrastructurelle surtout, et c'est surtout parfois ne fût-ce qu'une question de langage, de jargon. Tous ceux qui veulent faire partie de cet écosystème n'ont pas forcément été instruits en français, en anglais, en portugais ou en arabe ou en espagnol ou que sais-je. C'est pourquoi nous, au PNUD, passons tant de temps à réfléchir à cela pour faire que cela soit une réalité. Je vous remercie. Et évidemment, vous avez bien réitéré les propos de Madame le ministre du Bénin, l'inclusion numérique. Amani Abdelzaïd, qui est à la commission de l'infrastructure et de l'énergie à l'Union africaine. Thank you very much. The African Union is... Merci beaucoup. L'Union africaine est une union de 55 États qui constituent le continent africain. Et notre mission est unique. Nous avons une mission, intégrer le continent dans sa totalité, dans son intégralité, afin que chaque jeune homme, femme, personne âgée, personne jeune, vive dans la paix et dans la prospérité et que nous soyons compétitifs à l'échelon mondial. Maintenant, nous avons de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous et il s'agit non seulement d'avoir une connectivité d'Internet à haut débit, mais de pouvoir vivre à la hauteur, veillant à ce que les plus jeunes soient engagés dans l'économie mondiale, veillant et en nous assurant que chacun d'entre nous jouissons d'une qualité de vie meilleure,
Et encore une fois, cette économie ouvrira de nouvelles possibilités, électricité, transport urbain, pas seulement de l'argent, on parle de mobilité, d'argent mobile. Nous devons vraiment exploiter tout cela et surtout ne pas faire de perturbations par rapport au système qui existe d'ores et déjà en Afrique, parce que nous créons nous-mêmes nos propres systèmes et que le monde commence à emprunter auprès de nous. C'est là qu'il faut que nous commencions à travailler. Le rapport parle de 2030, je le sais. Moi, mon défi pour moi, dans mon travail, c'est d'y arriver avant 2030. Et je sais que l'Afrique y arrivera avant 2030, à savoir de disposer de la technologie, qu'elle en tire pleinement parti, qu'elle l'adapte pour les Africains avant 2030, et ce, de façon inclusive et en toute égalité. Merci. Et enfin, le vice-président pour les infrastructures à la Banque mondiale, M. Mactar Diop. Merci, merci. Je suis ravie de vous revoir. Eh bien, nous parlons ici de 200 millions de personnes qui doivent avoir accès à l'Internet à haut débit et 9 milliards doivent être investis à l'horizon 2021 et tout autant d'utilisateurs à 2030, 100 milliards de dollars qui doivent être investis. C'est un défi et nous pouvons le relever. Et les personnes qui sont ici dans cette salle peuvent y contribuer. Nous parlons ici de l'investissement dans 250 000 stations 4G, 250 000 kilomètres de fibre optique à l'horizon 2030. Ce sont des chiffres très importants pour l'infrastructure et pour ce qui concerne l'argent, mais en fait, on parle de la vie des personnes, on parle de créer des emplois. Nous voulons créer des emplois maintenant et nous voulons préparer la jeunesse aux emplois de demain. Si nous n'investissons pas maintenant dans le secteur, 5G va s'accaparer de tous les emplois en Afrique et nos jeunes ne seront pas préparés. Ceci est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. Cela veut dire que nous devons secouer le cocotier, cela veut dire que nous devons changer les habitudes, nous devons accepter davantage de concurrence dans le secteur privé, les régulateurs doivent aller de l'avant, les gouvernements devront accepter des infrastructures ouvertes et devront les partager. Ce n'est pas acceptable que sur un continent où il y a tant de personnes qui ont besoin d'un accès à l'Internet à haut débit, la fibre ne soit pas disponible à cause de la politique existante dans les pays. Donc nous devons tous changer d'habitude et nous devons véritablement secouer le cocotier, comme je l'ai dit. Merci. Très bien, nous allons maintenant reprendre ce qui a été dit. Doreen, vous avez dit qu'il est tout à fait logique d'entrer dans cette économie numérique. Comme vous avez dit, cela peut contribuer 2% au PIB. D'autres rapports ont dit que ceci crée 3% d'emplois supplémentaires. En Europe, il s'agit de 10% de plus, donc c'est une conclusion tout à fait logique. À votre avis, pourquoi est-ce que le continent africain est-il à la traîne? Pourquoi? Merci. Je voudrais donc commencer sur une note positive. Je pense que l'Afrique comprend de quoi il s'agit et cela n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Je dirais au docteur Amani, même depuis le mois de janvier, à la réunion de la Commission de l'Union africaine, il y avait encore différents groupes qui travaillaient dans des silos. Et à mon avis, maintenant, les étoiles commencent à s'aligner et je crois que ceci est un très bon signe pour l'avenir de l'Afrique. L'on a plaidé pour cette cause. Tout le monde a bien compris et c'est formidable que nous puissions nous réunir ici pendant les réunions annuelles de la Banque et du Fonds. En fait, les régulateurs et les ministres des technologies et de l'information ne peuvent pas travailler seuls. Nous devons donc sortir de nos tours d'ivoire et nous devons avoir une approche unifiée pour augmenter les chiffres de la connectivité et pour en fait avoir un impact véritable sur la vie des populations.
quitte à du point de vue des affaires, vous avez parlé des technologies perturbatrices et il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'il ne faut pas parler de technologies perturbatrices. Que faut-il faire pour changer du tout au tout les économies de l'Afrique? Eh bien, je pense que nous devons faire une différence entre les grandes villes où il y a une bonne couverture et puis, de notre point de vue, nous devons nous concentrer sur les parties rurales où il y a peu de connectivité et où les populations ne peuvent pas acheter cette connectivité. Et donc, on doit renverser la pyramide parce que si l'on demande aux pauvres de payer, cela ne va pas marcher. Par conséquent, nous devons inverser la situation et nous devons créer un système de valeurs partagées pour assurer que nous fournissons un service dont les populations ont besoin et nous devons rendre ce service abordable avec les parties prenantes. Au Ghana, nous travaillons avec CARE pour éduquer les agriculteurs pour qu'ils puissent avoir un système de culture plus efficace. Et cela veut dire que nous pouvons offrir cette connectivité et ces services à titre gracieux pour les agriculteurs et en échange, ils commencent à avoir une manière plus efficace de travailler. Et nous, à ce moment-là, nous avons des revenus, donc plutôt que de tirer l'argent de la poche des agriculteurs. Il y a 54 pays en Afrique. Lorsque l'on parle de la stratégie de numérisation panafricaine, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, et puis il y a les plus petits pays qui doivent tout d'abord connaître l'industrialisation et ensuite avoir une approche numérique. C'est vrai, nous sommes des pays très différents les uns des autres et nous sommes à différentes étapes de développement, mais nous n'avons pas besoin de suivre les voies traditionnelles. En fait, ce que vous venez de dire, c'est une approche du XVIIIe ou du XIXe siècle. Avec tout le respect que je vous dois, j'entends beaucoup de discours concernant les défis. C'est vrai que les défis sont là, je voudrais souligner cela, mais en fait, tout ceci se passe beaucoup plus rapidement que ce que l'on imagine et les petits pays font des choses formidables. Son Excellence nous a parlé de la situation du Bénin. Je peux citer 10 ou 15 pays, bon, que l'on appelle les plus petits pays, mais qui ont des résultats formidables lorsqu'il s'agit de la transformation numérique. L'on a besoin d'une vision, on a besoin de la détermination, on a besoin d'un engagement, on a besoin de collaboration, on a besoin de partenariat. Et il faut que nous nous serrions les coudes pour la numérisation du continent. Je vais reprendre ce que Wohaina a dit dans un panel antérieur. Nous allons de l'avant ensemble, séparément. Donc ceci en tenant compte du niveau de progrès de numérisation d'un pays spécifique, mais nous allons de l'avant ensemble parce que nous avons le même objectif et la même vision. Maktar. Le Dr Mani nous a donné un défi en nous disant qu'on n'a pas besoin de modèle économique traditionnel. Nous pouvons brûler les étapes. Lorsque l'on parle d'infrastructures pour une nouvelle économie numérique pour l'Afrique, à quoi est-ce que cela ressemble? Vous avez parlé des 25 milliards engagés par la Banque mondiale. Quelles sont les priorités? Tout d'abord, on doit créer des incitations pour l'investissement. Nous avons vu au cours des dernières années un ralentissement des investissements du secteur privé dans le secteur 4G. Les investisseurs nous ont dit que c'est à cause du niveau d'imposition. Donc, on doit parler du niveau d'imposition de ce secteur. Que ce soit nos collègues du FMI, que ce soit avec les ministres des Finances, nous devons le faire. Nous avons commencé, en fait, l'année dernière et nous avons besoin d'une conversation plus vaste concernant le niveau d'imposition pour les investisseurs et pour les consommateurs. Ce que fait le Rwanda maintenant, en sachant que le coût d'un portable est assez cher, ils construisent
usine au Rwanda pour réduire le coût. Mais encore une fois, il y a la question de l'imposition. Deuxièmement, les compétences. Nous devons développer les compétences, mais nous ne devons pas ralentir les initiatives. À Lagos, il y a une communauté technologique extraordinaire. Même chose à Nairobi, même chose à Dakar, même chose à Abidjan. Donc nous devons créer un environnement propice au développement des technologies. Et il faut tout d'abord que l'infrastructure existe et ensuite on doit créer les incitations pour attirer des investissements. Et puis deuxièmement, l'on doit essayer d'obtenir que tous les régulateurs parlent d'une seule voix. Parce que vous avez dit ce qui se passe au Rwanda, mais il y a d'autres pays qui veulent protéger leur système. À tous les niveaux de développement dans les différents pays, il y a des idéologies et des traditions différentes et des expériences différentes. Ce que nous avons appris sur le continent africain, c'est en fait qu'il y a une courbe d'apprentissage très raide dans l'accès à Internet à haut débit, c'est que les régulateurs n'ont pas d'expérience en la matière. Et donc, tout d'abord, nous devons tirer les leçons les uns des autres, et c'est là que les institutions internationales peuvent nous aider, parce que la réglementation est fondamentale pour permettre au mouvement et au changement d'avoir lieu. Ensuite, il faut voir quelles sont les économies et nous avons un défi ici parce que dans la première génération, les sociétés internationales qui détenaient la technologie considéraient que l'Afrique était un continent où ils pouvaient gagner de l'argent. Ils ne pensaient pas qu'investir était quelque chose qui devait se faire pour le plus long terme. Et c'est là que l'on a besoin d'un changement de mentalité. Madame le ministre Zoumaro, le Bénin est un petit pays, mais un petit pays avec beaucoup d'ambition pour créer une plateforme numérique pour l'Afrique de l'Ouest. Dites-nous quels sont les jalons, quelle est la feuille de route que vous utilisez. Merci. Eh bien, nous parlons de la taille d'un pays. C'est vrai que le Bénin est un petit pays, mais nos ambitions sont vastes. Et lorsqu'il s'agit de la numérisation, il n'y a pas de petit pays parce que la numérisation requiert que l'on passe par les mêmes voies. Et nous avons une collaboration étroite avec l'Estonie. Et l'Estonie est un pays qui est encore plus petit que le Bénin. Et l'Estonie est également passé par les mêmes voies que le Nigeria, le Kenya ou l'Afrique du Sud. Et donc, cela veut dire que nous devons avoir les modèles et les solutions idoines et appropriées. Et c'est ce que nous avons dans notre programme numérique national. Les jalons, premièrement, construction des infrastructures. En fait, nous voulons mettre en place un système de fibre optique, mais également d'autres solutions, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement des fibres optiques, mais il y a d'autres solutions abordables qui nous permettront de fournir des services au coût adéquat pour les consommateurs. Et puis, le deuxième jalon, c'est l'écosystème. Harim avait raison. L'on ne peut pas avoir une économie numérique riche si l'on n'a pas un écosystème énergique et stimulant composé de start-up et de secteur privé et de consommateurs qui savent que le fait de faire partie d'une économie numérique contribue à la croissance du pays. Et puis, troisième jalon, en fait, j'aurais dû en parler tout d'abord, c'est en fait un système politique. Nous avons des politiques vigoureuses en place au Bénin, nous appelons cela le Code du numérique, et il s'agit là d'un ensemble de réglementations qui pavent la voie au secteur privé et qui montre comment une nouvelle entreprise qui veut fournir des services numériques, comment donc ils peuvent procéder et obtenir les licences nécessaires et comment procéder.
Par ailleurs, nous traitons de questions de sécurité au niveau de l'Internet dans le cadre de cette réglementation. Et tout ceci fournit au Bénin un environnement prévisible pour que l'économie du numérique puisse se développer. Je voudrais maintenant vous présenter deux entrepreneurs. C'est une chose pour nous de parler de tout ceci, mais je crois que nous devons également donner la parole à ceux qui travaillent sur le terrain. Je donne la parole à Odanaya Odewoye. Elle a fondé Piggy West, qui est une société fintech au Nigeria, et elle va nous parler comment elle a pu faire preuve d'innovation dans la plus grande économie en Afrique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Odewoye, je viens du Nigeria, j'ai 25 ans. Et j'ai une start-up que j'ai fondée à Lagos au Nigeria. Je vous ai dit mon âge parce que je représente 70% de la population du continent africain. Et le fait de gérer une start-up au Nigeria et en Afrique n'a jamais été plus facile. Mais mondialement, c'est très difficile. Merci de m'avoir invité aujourd'hui et merci pour les progrès qui ont été effectués pour apporter cet Internet à haut débit en Afrique. Mais ma question est celle-ci. À quel coût? En tant que créatrice d'une entreprise start-up, un des grands défis que j'avais, c'était d'obtenir un financement. Et en fait, après avoir essayé de mobiliser des fonds une fois, deux fois, trois fois, l'on se rend compte du fait qu'il y a une bonne partie de ces fonds qui sont absorbés par les activités. J'ai fait quelques recherches et suivant votre emplacement en Afrique, 1 gigaoctet de données coûte 35 $ au Nigeria. Nous avons accès à Internet à haut débit. Les coûts mensuels peuvent aller de 80 $ pour une petite société et pour ma société, c'est 1 000 $ par mois pour avoir accès à cet Internet à haut débit. Et 70% du continent est âgé de moins de 35 ans. La moitié des jeunes en Afrique sont au chômage et la plupart des personnes se tournent vers l'entreprise privée. Mais ce qui est dommage lorsqu'on a mobilisé des fonds, c'est qu'on doit les consacrer à payer la facture Internet à haut débit pour la société. Et ce n'est pas seulement le coût, il y a également la vitesse de l'Internet. 30% de l'Afrique est en ligne, c'est vrai, mais ces 30%, est-ce qu'ils ont accès à un Internet rapide? Eh bien non. Nous savons que les entreprises qui utilisent l'Internet se développent 2 fois plus rapidement que les sociétés qui ne l'utilisent pas. Mais le fait est, c'est que notre Internet est encore toujours trop lent. Bon, je suis absolument ravie de savoir que ce rapport concernant l'Internet à haut débit ait été publié. Mais le fait est que nous avons besoin d'un Internet beaucoup plus rapide pour que nous puissions être plus compétitifs. Comment allons-nous desservir les besoins des personnes qui ne peuvent pas encore se permettre l'accès à Internet? Le Nigeria compte 200 millions d'habitants. La moitié du pays vit avec moins de 1,97 $ par jour. Et nous savons déjà, comme je l'ai dit, que suivant votre emplacement en Afrique, au Burkina Faso, par exemple, 1 gigaoctet d'Internet coûte 35 $. Au Nigeria, c'est 5 $. Et cela est beaucoup plus élevé que ce que gagnent les personnes. Lorsque l'on parle du SMIC, en fait, 35 $, c'est bien plus que le SMIC au Nigeria, donc c'est environ 50 $. Lorsqu'on doit passer à 80 $ pour l'Internet pour la société, l'on voit que l'on ne gagne pas suffisamment. Et il y a donc cet écart, il y a cette brèche, parce que Internet n'est pas suffisamment disponible et abordable et n'est pas suffisamment rapide en Afrique. Voilà les défis que nous avons encore à relever. Pendant un moment, j'avais l'impression là que vous étiez en train de nous fouetter. Eh bien, je voudrais maintenant vous présenter Regina Honu.
Elle se trouve au Ghana. Elle va nous parler à partir de Accra. Elle est PDG de Soronko Academy et elle est experte en codage. Et ce qui compte pour elle, c'est l'autonomisation des femmes. Regina, nous voulons vous voir. Nous vous entendons, mais nous ne vous voyons pas encore. There you go. Hiya. Hi. Bonjour, merci de me donner l'occasion de contribuer à cette discussion. Je voulais tout simplement ajouter que l'on doit enseigner les compétences numériques et cela veut dire que l'on doit maintenir l'élan après avoir enseigné les compétences numériques. Et le défi, c'est que pour enseigner le numérique, on a besoin d'un accès à Internet à haut débit. Alors, pour nous, nous avons touché 10 000 jeunes filles et femmes au Burkina Faso, mais elles ont besoin d'une infrastructure et elles doivent pratiquer ce qu'elles ont appris. Lorsque nous sortons de la ville d'Accra vers les régions rurales, on voit qu'il y a moins accès. Mais le fait est qu'on doit enseigner les compétences, mais ensuite il faut les pratiquer. Et comment peut-on passer à l'étape suivante? C'est là que le bât blesse en général. Pour la plupart des organisations, elles essayent de recruter des personnes qui sont déjà compétentes. Le véritable défi, c'est de maintenir les compétences que l'on a enseignées et acquises, et les femmes et les filles doivent apprendre ces compétences et puis les utiliser. Les filles et les femmes apprennent le code, mais lorsqu'elles rentrent dans leur région rurale, elles n'ont pas accès à Internet et elles ne peuvent pas pratiquer ce qu'elles ont appris. Elles doivent parfois se rendre dans un café Internet, mais ceci pose certains dangers pour elles. Et nous devons également parler de la communauté des handicapés. Comment pouvons-nous nous assurer qu'il y a des politiques qui les protègent et qui permettent de les autonomiser? Nous avons essayé de travailler avec des enfants autistes et également certains de ces handicapés sont en fait des savants et nous ne pouvons pas les laisser de côté. En général, il n'y a pas de soutien pour ce genre de personnes. Donc nous devons généraliser l'accès pour les femmes, les filles en milieu rural, mais également pour les populations handicapées qui ont des compétences particulières à transmettre. Merci beaucoup, Regina, pour votre contribution et je vous souhaite une bonne après-midi à Accra, mesdames et messieurs. Voici les jeunes qui disent merci beaucoup pour le travail que vous avez accompli, mais la réalité sur le terrain est celle-ci. Nous avons besoin d'une meilleure infrastructure pour réduire les coûts. Si cela vous coûte 35 $ pour avoir accès à un gigaoctet, que faire? C'est cher. Tout d'abord, excellente présentation. Les présentations des femmes d'Afrique de l'Ouest ont été excellentes. Et le fait est que malgré les défis très difficiles, nous avons vu qu'il y a beaucoup de dynamisme au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de créativité également. Et nous n'avons jamais dit que nous avons résolu tous les problèmes. Pour ce qui concerne l'infrastructure, c'est vrai qu'il y a un grand programme d'infrastructure pour le continent à l'inclusion de technologies de l'information et nous essayons de toucher les régions où il n'y a pas Internet du tout.
La plupart des pays dont nous avons parlé se trouvent à la périphérie du continent. Et au centre du continent, il y a un problème véritable parce qu'il y a des régions où il n'y a pas d'Internet du tout et c'est encore beaucoup plus cher que ce que l'on vient de vous dire. Donc c'est absolument crucial que nous élargissions l'accès à Internet pour couvrir tout le continent. Et c'est une bonne chose que ce rapport existe et que cette initiative existe. Et puis, deuxièmement, il y a la question de l'argent et de l'investissement du côté des sociétés de technologie. Et c'est un défi non seulement en Afrique, mais dans le monde entier pour le capital risque, pour les fonds d'investissement. Ils doivent comprendre le modèle de travail pour comprendre fort bien qu'il y a des atouts évidents qui ne sont pas tangibles. Ce sont les cerveaux qui produisent la créativité et l'innovation. Donc, les banques et le système financier doivent comprendre qu'il y a des atouts intangibles, à savoir les cerveaux. J'ai beaucoup aimé la présentation du Ghana parce qu'elle a posé la question des personnes handicapés et ceci est très important à tenir en ligne de compte et l'on doit créer un environnement porteur pour ces personnes. Mais encore une fois, il y a la question de l'intelligence artificielle. Ceci sera le grand jalon suivant puisque l'intelligence artificielle nous permettra de surmonter la question des différences linguistiques. On peut donc parler aux personnes dans leur langue nationale ou dans leur dialecte. Voulez-vous répondre aux deux questions très importantes qui ont été soulevées, la vitesse de l'Internet et puis deuxièmement, l'écosystème. C'est quelque chose qui a été mentionné. Les investisseurs de capitaux risques peuvent aider les startups à démarrer, mais certains ont volé les idées et puis les ont emportées en Europe et puis les ont ramenées en Afrique sous forme de commerce électronique. Maktar, les investisseurs africains doivent investir davantage dans ce secteur et doivent s'écarter des secteurs traditionnels. Moi-même, j'ai travaillé au Kenya et l'on m'a dit que la propriété intellectuelle devient un problème. Il y a des start-up, il y a des nouveaux produits qui sont créés, mais lorsqu'ils essayent de mobiliser $1 million, ils sont bloqués. Et alors, d'autres viennent de la Silicon Valley, rachètent leurs idées et la start-up ne peut pas démarrer. Et donc, les investisseurs africains doivent s'écarter des investisseurs dans la brique pour investir dans les startups qui travaillent avec le numérique. Deuxièmement, nous devons avoir plus de discussions entre ce groupe de personnes et les décideurs en politique. Je sais que cela n'est pas encore systématique. Nous devons tous jouer un rôle. Nous, à la Banque mondiale, nous préparons des diagnostics pays, mais nous devons nous assurer que ces diagnostics soient davantage partagés entre cette communauté d'investisseurs et les gouvernements. Donc, nous allons dire que lorsque nous avons un diagnostic dans un pays, nous allons en parler non seulement avec le gouvernement, de concert avec le reste de la société, mais nous devons essayer de promouvoir un débat public. Dernièrement, pour ce qui me concerne, il y a l'histoire de l'énergie. Il y a énormément de similitudes. L'énergie coûtait cher, n'était pas de bonne qualité en Afrique et il y avait quelques monopoles qui contrôlaient l'énergie. Et c'est en fait un petit peu ce que nous voyons dans certaines situations du numérique et dont nous devons tirer nos leçons. Et nous nous orientons dans ce sens. Dans la commission qui a été mentionnée par Doreen, j'étais à côté d'un régulateur polonais. Il a développé un outil pour mesurer la qualité par l'usager final. Nous allons reprendre ce produit et le déployer dans la plupart des pays africains pour que vous puissiez contrôler la qualité. Je viens
Enfin, vous nous avez beaucoup inspiré. Et je voudrais dire à la dame qui a parlé qu'effectivement, ça se voit, c'est tout à fait patent. Il n'y a pas manque de compétences et de talents en Afrique. Vous l'avez bien montré et démontré. Je voudrais rebondir sur vos propos. La moitié du monde est connecté, ou un tiers de l'Afrique est connecté, que sais-je. Ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. On ne doit pas présupposer que nous avons tout fini dans les parties du monde où il y a des gens connectés. Il y a encore beaucoup à faire là aussi. Et c'est là aussi un grand défi à relever pour nous. Du côté surtout de l'octroi de la connectivité, mais de l'abordabilité, que ce soit abordable. À l'heure actuelle, les pays ont des prix, mais c'est prohibitif, c'est trop coûteux en matière de dispositifs et en matière de prestations de services. Il faut que nous baissions énormément les coûts. Je vais demander à 4 personnes ici dans l'auditoire, dans la salle, experts dans le domaine de la technologie et de l'économie numérique, qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui manque dans cette conversation? Si vous pouviez vous lever tous les 4 en groupe, vous êtes Belinda XLB de GSMA, Robert Pepper, Facebook, José Toscano, Intelsat, et Oyenke Adekoke de Coates. Alors, en moins d'1 minute, racontez-nous, qu'est-ce qu'il faut ensuite inclure dans cette réflexion que nous n'avons pas évidemment évoquée. Merci beaucoup pour cette occasion et nous voudrions féliciter la Banque mondiale et la Commission au débit de ce rapport éminemment important et excellent. Le rapport est très précieux. Non seulement est-ce qu'il évoque bien l'ampleur de la difficulté, mais les défis que nous avons pour connecter toutes les régions d'Afrique. Il ne s'agit plus que simplement d'infrastructures. Les 4/5 des personnes qui n'ont pas la possibilité d'utiliser la téléphonie mobile ont la possibilité d'avoir des réseaux 3G ou 4G, mais ne sont pas connectés à cause de manque de compétences techniques. Et c'est là qu'il y a segmentation entre les personnes. Et ensuite, égalité ou parité homme-femme. Je travaille avec Doreen dans l'initiative d'égalité et de parité homme-femme qui se fonde sur un rapport qui nous montre justement que la brèche numérique s'écarte davantage, se creuse davantage en Afrique. Et donc il est bon de voir que nous allons travailler entre homologues et pairs pour essayer de combler cette brèche. Roger Pepper de Facebook, félicitations à tout le monde ici. Ce qui me paraît très intéressant, c'est que c'est une feuille de route exécutable. Des choses concrètes, tout à fait concrètes, que nous pouvons mener à bien. Ceux qui me connaissent savent que je suis un optimiste, mais je suis un optimiste impatient. Et je sais qu'il y a beaucoup à faire. Donc, de 2 choses l'une. Et premièrement, excellent pour ceux qui n'ont pas lu le rapport, je vous propose d'examiner le chapitre 5 sur les politiques par rapport à certaines questions politiques déjà posées pour mener à davantage de collaboration et de partenariat, permettant davantage de partenariat et d'investissement surtout. Donc, par rapport à la fibre optique, ce que nous faisons en Ouganda ou en RDC par exemple, là c'est très intéressant. Deuxièmement, il y a une discussion donc très détaillée sur la manière dont on peut rendre moins coûteux les dispositifs eux-mêmes, le matériel. 230 millions de personnes en Afrique ont la connexion Internet à haut débit, mais ne peuvent pas se permettre d'acheter le dispositif, le matériel. Si on pouvait essayer de diminuer cela par 50%, eh bien ce serait un excellent partenariat avec la Banque mondiale, et nous essayons d'ailleurs de le faire avec la Banque mondiale pour offrir davantage d'accès à beaucoup plus de personnes, grâce à des prix plus bas. Alors j'espère que comme je ne peux pas m'exprimer en anglais, donc je vais essayer de m'exprimer en anglais, mais aller plus vite encore. En tout cas, merci beaucoup à la Banque mondiale et donc à ce groupe d'avoir rendu ce rapport, de l'avoir publié. Je voudrais vous féliciter, vous tous, les collègues qui sont exprimés du Nigérien et du Ghana. Vous m'avez facilité la vie. Parce que j'allais évoquer, enfin vous m'avez ôté les mots de la bouche. Aujourd'hui, c'est un jalon que nous avons ponctué.
nous parachevons en fait une partie de l'aventure, de l'entreprise, du voyage, mais l'aspect le plus difficile et physique, maintenant, pointe à l'horizon. Comment est-ce que nous passons de la théorie ou du rapport à la concrétisation? Comment opérationnaliser les nouveaux modèles financiers essentiels pour que les investissements arrivent du secteur privé? Comment modifier les réglementations et les politiques? Nous faisons beaucoup de budgétisation en Afrique et les cadres réglementaires, nous en avons besoin. Mais les frais de licence ne sont pas possibles lorsque nous voulons mener des projets à bien. Ce sont des commissions qui sont trop importantes et qui finalement, in fine, nous font décider de ne pas procéder. Et qu'est-ce que cela veut dire donc en matière d'abordabilité? Le coût de l'accès à Internet, il faut évoquer cela, il faut penser à cela. Comment promouvoir l'alphabétisme numérique? Comment faire? Parce que c'est l'Afrique qui est un continent où il y a 3 langues principales, anglais, portugais et français. Comment allons-nous faire? En 3 langues. 4. Arabe et espagnol. Je ne parle pas l'arabe, c'est pourquoi, mais les 3 autres, oui. Non, mais comment est-ce que vous allez pouvoir justement faire qu'il y ait plus d'interconnexion linguistique aussi? Et comment veiller à l'intervention, la participation des collectivités locales? Sans leur participation, les communautés locales, eh bien, les projets ne réussiront pas. Et on a déjà beaucoup d'expérience à ce niveau lorsque nous voyons des projets soit réussir, soit échouer, lorsque les populations participent ou non. Les partenariats, les alliances sont vraiment un ingrédient essentiel et une réponse pour pouvoir fournir un meilleur accès à l'éducation, par exemple aux réfugiés. Partenariat avec le secteur privé pour fournir un accès vers les villages pour que les personnes ou les jeunes puissent se rendre à l'école grâce à des chemins, des routes. Si nous travaillons ensemble, nous y arriverons, j'en suis certain. Et maintenant, le micro, je vous demande de bien vouloir le donner à Inka. Merci beaucoup, félicitations, comme les autres l'ont dit, pour la publication de ce rapport. En tant que journaliste, je dirais que lorsque vous avez des rapports, et puis alors vous lisez toutes sortes de rapports qui arrivent dans votre inbox, dans votre compte email internet, et c'est des pavés d'informations à lire. Mais cela revient à mon organisation. Quarter Africa, nous nous concentrons sur l'innovation et en tant que novateurs, nous avons déjà un certain nombre, enfin, il y a 13 innovateurs qui ont reçu des palmes cette année, donc dans le cadre de ces publications, de ces concours. Mais comment aller plus loin? Comment améliorer? Comment faire que l'Afrique aille plus loin pour faire partie de l'économie mondiale? Impossible sans l'économie numérique. C'est impossible sans un accès à Internet pas cher, peu coûteux, abordable et sans accès à des dispositifs moins coûteux aussi. Et il faut vraiment examiner ces détails. Mais il s'agit surtout d'une ambition permettant de voir comment Internet peut aussi fournir davantage d'emplois. La technologie mobile, on l'a déjà vu dans les économies plus industrialisées, plus avancées, eh bien, il n'y a pas toujours eu davantage d'emplois grâce à la numérisation. Il y a eu automatisation et moins d'emplois et plus de chômage dans les pays industrialisés. C'est assez intéressant de faire un comparatif. Merci beaucoup. Et avant de demander aux conférenciers combien de personnes ici dans le public ont leurs propres questions à poser. Parce que si vous avez une question brûlante à poser, allez, 1, 2, 3, les voilà. Et si vous voulez bien vous diriger vers le microphone qui se trouve ici, dans l'allée, dans le couloir, enfin dans l'allée ici, les 3 mains qui viennent de se lever, levez-vous et allez vers le micro. Et on fera en sorte que vous ne soyez pas debout trop longtemps. Non, non. Je vous dirai quand poser la question, mais restez en attente. Alors, certaines questions posées brièvement. La question de la parité homme-femme, de l'égalité des genres. On entend que la brèche se creuse. On ne peut pas, dans un continent où les femmes continuent de représenter le visage de la pauvreté et de l'inégalité, de continuer comme ça. Et encore en plus leur jeter un autre sort. Comment est-ce que nous allons faire alors? Je peux peut-être dire quelque chose à ce propos. À mes yeux, la question des femmes par rapport à la technologie numérique est liée de très près à l'abordabilité, au coût de l'accès. Lorsque des services ne sont pas abordables, que l'on ne peut pas se les permettre, eh bien, cela comporte un risque énorme.
à savoir que ce sont les femmes vivant dans les communautés africaines, ce sont les femmes dans ce cas de figure qui ne pourront pas se permettre de se servir du service proposé ou prévu. Et on le constate vraiment sur le terrain. En Afrique, lorsque vous allez dans les communautés rurales, eh bien, à 65%, et dans les zones urbaines à 35%, je dirais, pour les femmes, eh bien, on voit cela dans ce genre, par rapport à ce genre de taux, de mesure. Nous avons lancé un programme d'agriculture cybernétique, en quelque sorte, ou de agriculture, et on a vu qu'il y avait de petites exploitantes agricoles dans les régions rurales, les petites communautés, des femmes qui avaient besoin d'avoir accès aux débouchés commerciaux, au marché, donc besoin d'avoir accès à l'information sur comment améliorer leur productivité grâce à quels intrants, mais elles ne pouvaient pas avoir quelque accès que ce soit. Même dans une zone couverte par un réseau Internet. Et donc, il est vrai de dire qu'il y a tant de personnes, et surtout chez les femmes, qui sont quand même dans une région ou dans une zone couverte par un réseau d'Internet et qui ne peuvent pas s'en servir. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ce que nous essayons de réaliser avec ce programme, accompagné par la Banque mondiale, de traiter de ce problème, justement. Et c'est sur ce front, sur cette question que je voudrais mettre l'accent sur un travail mené à l'échelon régional, parce que la connectivité ne concerne pas que la manière dont un pays unique prend à bras-le-corps le problème, mais comment le fait la région. L'Union africaine apporte une aide dans le cadre de certaines initiatives. L'Alliance Smart Africa, Afrique intelligente, fait beaucoup. Smart Africa permet de construire des réseaux intra-africains pour renforcer des capacités, pour pouvoir baisser les prix, par exemple, des manuels ou des livres, et donc de fournir des services moins coûteux à nos populations, plus abordables. Donc la question de pouvoir se permettre un service, eh bien c'est très important, surtout lorsqu'on passe aux femmes. Je crois que ce qui est si fascinant dans la transformation extraordinaire, on ne voulait pas se servir du terme disruption ou perturbateur ou transformateur ou révolutionnaire. Pourtant, révolutionnaire, c'est vraiment tellement important pour voir ce qui se passe lorsque l'on examine l'Afrique et ce qui se passe au niveau de l'économie numérique et du haut débit. Ce n'est pas une évidence. Et c'est une question de ne pas savoir concevoir cette transformation afin qu'elle soit le plus inclusive possible. Des milliers de récits positifs nous le montrent, que certaines femmes peuvent complètement profiter de la révolution financière mobile, d'exister financièrement d'un seul coup, du jour au lendemain, alors qu'elle n'existait pas, qu'elle n'était pas du tout apparente sur nos écrans, sur nos radars. Maintenant, un grand nombre de pays africains peuvent emprunter, une femme peut emprunter de l'argent sur son téléphone mobile, acheter ou vendre un produit au marché et rembourser l'emprunt le soir. L'intelligence artificielle rend cela possible en diminuant les prix et en réduisant les barrières, les obstacles, en les éliminant complètement. Et donc cela permet de réduire les inégalités, mais par la même occasion, parallèlement, il faut revoir de fond en comble tout le cadre réglementaire lui-même, mais aussi réfléchir à voir comment les investisseurs incluront ces groupes. Parce que lorsque vous avez que les 10% les plus nantis, eh bien la numérisation pourrait être un problème plutôt qu'une réponse. Lorsque l'on parle du coût des dispositifs, du matériel, on voit déjà qu'il y a des centrales, des usines de fabrication de dispositifs en Éthiopie, au Rwanda. Qu'est-ce qu'il doit se produire du côté manufacturier, fabrication, pour que justement ces dispositifs soient disponibles et qu'il y ait plus de transactions efficaces, faciles, moins coûteuses pour les personnes, pour les populations? Alors oui, peut-être très brièvement, voilà ce que nous constatons nous-mêmes lorsque nous déployons nos solutions dans les zones rurales, que la partie matérielle, dispositif est un défi, est un problème, mais pour ce qui est des petits dispositifs, ils y arrivent à ces régions. Mais c'est une question de la poule et de l'œuf, qu'est-ce qui arrive avant? Et à partir du moment où vous ne voyez pas de profit dans une zone, eh bien, il n'y aura pas de téléphone portable dans ces zones pour les investisseurs. Donc on ne sait pas vraiment comment faire.
Et l'ambition par rapport à l'emploi, parce que la recherche nous le montre, la numérisation améliore les perspectives d'obtention d'emploi. Mais de quoi parle-t-on en termes d'emploi? Et donc, à partir de ce moment-là, quelles sont les compétences qui permettront aux personnes d'aller plus loin que d'obtenir qu'un petit emploi? Comme l'a dit la représentante du Bénin, en matière d'égalité, parité, hommes-femmes, eh bien, nous avons un programme géré par l'USAID, très important et que je voudrais évoquer, justement, qui concerne justement du défi d'égalité hommes-femmes dans la création d'emplois. Et on se rend... Alors, on essaye de trouver des entrepreneurs femmes, mais il faut d'abord qu'elles aient leur propre emploi, et ensuite elles trouvent un emploi, mais elles deviennent également nos ambassadrices à partir de ce moment-là. Parce que ce sont elles qui traitent de ce défi de manque de compétences dans les villages, mais qui peuvent doter les autres femmes des dites compétences qui leur font défaut. Merci beaucoup. Je suis Emmanuel et je voudrais rebondir sur une question posée par rapport aux inégalités. La plupart des jeunes et des femmes en Afrique, la majorité se trouve dans les zones rurales, n'est-ce pas, majoritairement, où il n'y a pas d'accès, d'accessibilité, où il n'y a pas d'infrastructure non plus. Si l'objectif est d'avoir un accès universel au haut débit d'ici 2030, quels sont des mécanismes concrets à envisager spécifiquement pour prendre en compte des femmes et des plus jeunes dans les zones rurales? J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais pour les zones urbaines, ça fonctionne. Mais est-ce que nous avons quand même des moyens d'avoir des partenariats, je ne sais pas, d'établir des partenariats avec les écoles dans les zones rurales pour donner un meilleur accès aux jeunes? Ingotu Makonga du Fonds monétaire international, et j'ai 3 questions. Premièrement, les PME représentent 90% de toutes les activités dans le monde entier, de toutes les activités commerciales. Et elles sont reconnues comme étant source d'innovation et d'emploi importantes, les PME. Mais ce que nous constatons, et certains intervenants ont déjà parlé des contraintes, nous constatons que les PME, que les consommateurs, que les gouvernements, que les banques, eh bien, continuent sur le chemin de la numérisation, mais pas les PME. Les PME sont en retard. Elles ne sont pas vraiment arrivées au même niveau que les autres. Et donc, qu'est-ce qui les empêche d'avancer maintenant? Comment est-ce que nous pouvons enlever les entraves pour qu'elles puissent adopter davantage de technologies numériques? Et en plus, il faut de l'électricité pour Internet. Et aux 4 coins de l'Afrique, l'électricité fait défaut. Et donc, à quel point cela est-il une contrainte aussi dans vos modèles d'activité? Et enfin, nous voyons qu'il y a également une brèche entre le haut débit fixe et le haut débit mobile. Pour les petites entreprises, est-ce que nous avons besoin de revenir plutôt vers des hauts débits, mais fixes? Allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Mobarek Osman et je viens du Ghana. Il est tout à fait clair que l'accès à Internet en Afrique est très faible. Et je veux poser cette question particulière. Et j'ai besoin d'une réponse très brève aussi. Je serai bref. Quelle est la stratégie que vous envisagez pour faire en sorte que les Africains, surtout dans les zones rurales, aient accès à l'Internet à haut débit? Merci. Fantastique. Avant d'arrêter, quelqu'un d'autre? Avant d'arrêter le tour de questions? Bon. Maintenant, je vais demander à Daniel de venir pour faire lecture de ce qui se passe en ligne. Dernière question, question importante. Nous voici ensemble et on voit qu'il y a un taux de pénétration de moins de 15% en Afrique après tant d'années. Alors, où commencer? Comment commencer à prendre le taureau par les cornes? Vous savez, on dépeint toujours les choses comme étant des échecs. Mais il faut se souvenir que il n'y a pas très longtemps, ça ne remonte pas si longtemps que cela, avec le téléphone portable, que nous avons commencé à les adopter. L'Afrique n'a pas pris tant de retard que cela, je crois. Et même a plutôt pris de l'avance par rapport à l'adoption du téléphone portable d'autres pays, par exemple, dans les pays industrialisés. Mais ce sont de différents exemples qui surviennent. Il y a 3 prestataires et fournisseurs de fibres optiques au Kenya, dans les villes les plus importantes, et pour créer
des personnes qui vivent dans les bidonvilles autour des capitales, qui ont déjà beaucoup dépensé pour l'éducation. Ces personnes peuvent revenir dans les villes provinciales, eh bien, créer des entreprises. Donc ce n'est pas insurmontable. Je peux dire, effectivement, on peut se lamenter de l'état des choses, mais on n'est pas non plus sans puissance et sans pouvoir, et les opportunités ne sont pas si limitées que cela. Il y a un avenir de connectivité meilleure, de meilleurs revenus, de meilleurs emplois, et c'est dans les régions rurales que cela arrivera. Ben, je ne dis pas ils étaient un peu en retard. Le rapport suggère maintenant que 50% du monde a déjà accès à une espèce de connectivité, 50%. Et on parle de moins de 20% pour l'Afrique. Et je suis quand même assez ambitieuse. C'est un grand retard, je suis désolée, monsieur, c'est un grand retard. Demandez à Angela Merkel, elle est critiquée en général beaucoup par ces zones rurales pour la connectivité. Donc, la courbe pour l'Afrique est exponentielle, finalement, et beaucoup plus penchue que celle que les pays de l'OCDE. Le rattrapage s'est fait, s'est opéré, mais ce qui est critique, c'est comment façonner la chose maintenant à l'avenir. Parce que cela peut justement être pernicieux pour ceux qui sont laissés pour compte. Il ne faut pas se tromper, surtout maintenant. En fait, vous avez bien repris l'essentiel de ce que je voulais dire. Ce n'est pas que c'est un échec, mais nous sommes optimistes et impatients en même temps, c'est vrai. La technologie, comme nous le voyons en Afrique, donne des réponses à tant de problèmes, peut fournir des solutions à tant de problématiques. On sait que c'est parfois la même technologie qui nous permet de décentraliser le mini-réseau, hors réseau, les petits réseaux électriques dans les zones rurales. Et nous pouvons... Enfin, disons, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, évidemment, ça a une signification encore plus profonde. Mais je voudrais lier cela à autre chose. Vous dites que 30% ou 35% du continent n'est pas connecté. Mais si vous examinez mes précédentes interventions, dans quelque enceinte que ce soit, cela est lié très près à l'accès à l'énergie. Encore une fois, l'électricité, rappelons-le nous bien, plus de la moitié du continent, plus de 50% du continent n'a pas d'accès à l'électricité. C'est ça. Et c'est là l'essentiel, c'est là le cœur du débat. Ça revient surtout à cela. Et les mêmes investissements que nous voulons faire dans le numérique, il vaudrait mieux commencer à les faire pour l'énergie, pour l'électricité, parce que sans cela, que vous ayez un téléphone portable pas trop cher ou un service Internet pas trop cher non plus, eh bien, là, si vous n'avez pas d'électricité, ça n'a aucune signification. L'électricité est essentielle. L'énergie est la question la plus importante. Je suis peut-être un petit peu agressive ou trop proactive, mais je ne pense pas. On a tendance à oublier que l'énergie, c'est un petit peu dans, je ne sais pas, dans un autre monde, une autre dimension, que ça existe. On est tellement fasciné par les technologies, la transformation numérique, la technologie numérique, l'économie numérique, mais on oublie l'énergie, complètement. Quelqu'un a posé la question de connecter les zones rurales. Ben, si... Vous savez, un des exemples, et encore une fois, ça me revient à l'esprit, l'innovation sur le coût des services. Vous avez un bureau de poste dans un village, et qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'Union africaine, outre ce que nous faisons grâce à Smart Africa, avec le Single Digital Market, etc., et les points d'échange, etc., nous essayons d'équiper au moins les bureaux de poste d'électricité, de leur donner de l'électricité pour connectivité, et pour être justement le hotspot pour tout le village, pour être le cybercafé pour tout le village. Alors toutes ces grandes organisations, présidents de la Banque mondiale et vice-présidents de la Banque mondiale, combien sont prêts à travailler avec nous pour équiper et financer l'électricité des bureaux de poste? Il y en a des milliers et des milliers dans tout le continent africain. Pourquoi ne pas utiliser les bureaux de poste dans cette ère numérique et les transformer en quelque chose de complètement différent, mais d'utile au moins? Dorine et Maktar. Pour rebondir sur les propos du dernier intervenant et pour répondre à la question de quelle est votre stratégie, le rapport énonce une feuille de route très claire avec les différentes interventions et les différents jalons qu'il faut ponctuer. Mais il faut garder à l'esprit, et le rapport le reflète très bien, cela que ce n'est pas le statu quo. Il faut oublier le statu quo complètement, trouver les solutions et être novateur, créatif, faire preuve d'innovation, même dans des régions où il n'y a pas d'électricité. Mais pour revenir sur la question de l'inclusion, et on a parlé de mise au point, de conception à un moment donné, souvenons-nous bien qu'il ne faut pas non plus imposer de la technologie et présupposer qu'on va se l'approprier partout.
il faut savoir surtout ce dont ont besoin les personnes. Ceux qui ne sont pas connectés, de quoi ont-ils besoin? Afin de mieux inclure ces communautés dans la conception de votre contenu, à partir du moment où ces communautés sont connectées, que ce soit au moins avantageux pour elles. Mokhtar, vous voulez connecter donc la large bande, ou plutôt le haut débit avec l'électricité. C'est évidemment mon sujet préféré. Mais je dois dire que je veux reconnaître ceux qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine, parce que ce sont eux qui travaillent au niveau de la Banque mondiale dans ce domaine. Je ne suis que leur porte-parole. C'est une combinaison de choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'énergie est à la base de tout ceci comme solution. Mais quand on parle de fibre optique, c'est énergie aussi. Lorsque vous avez un poste électrique, vous pouvez avoir fibre optique en même temps. Et c'est ainsi qu'il faut réfléchir par rapport à l'énergie. Une autre politique. Infrastructure, lorsque vous commencez à construire des routes, eh bien commencez à aussi intégrer des réseaux de fibre optique en dessous des routes quand vous commencez à creuser. Et ensuite, réfléchir aux services qui pourront être fournis dans les zones rurales. Énormément d'éléments, mais ils arriveront. Mais il faut une accélération aussi. Sur la question des PME et dans les zones rurales, il se passe un certain nombre de choses au Niger. Il y a des villages intelligents, ce qu'on appelle les smart villages, villages intelligents au Niger par exemple. Alors il faut qu'il y ait partage d'apprentissage, partage d'expérience, que le Niger discute des choses avec le Niger, le Nigérien avec le Niger, le Bénin. Nous avons des idées excellentes, mais il faut les partager. Et c'est lorsque nous partageons les connaissances et les expériences entre les pays, que c'est le plus fructueux. Et puis rompre les barrières linguistiques. On parle de l'arabe, du français, du portugais, de l'anglais. Mais on ne parle pas du swahili. Si on veut, pourquoi pas? Si on veut que les femmes aient accès, que ce soit en kiswahili ou dans les langues et dans les dialectes, que ce soit en wolof, en swahili, en lingala, que sais-je. Moi, lorsque je me rends en Asie de l'Est et que je pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez tel moteur ou tel autre qui est si spécifique à votre pays, pourquoi, comment avez-vous fait et pourquoi avez-vous une app de communication? Vous pouvez, pourquoi ne pas utiliser WhatsApp justement en Asie? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a autre chose, parce que le langage dont ils se servent n'est pas le même, c'est tout. Et dans les apps développées ou mises au point en Corée ou au Cambodge ou ailleurs, eh bien, ce sont des apps spécifiques qui sont mises au point dans tout un écosystème qui est le leur. C'est intégrer cette dimension en Afrique aussi, si on veut intégrer davantage de personnes et avoir l'impact voulu. On n'a plus que 3 minutes avant la fin de cette session. Donc je pose la question à Daniel. Et celui-ci va nous parler des commentaires posés par les médias sociaux. Oh, sorry, yes, ma'am. Pardon. Il y avait juste une question concernant l'Internet fixe que nous n'avons pas adressée. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, en Afrique, il existe une croissance, enfin on voit une importance énorme de l'Internet mobile ou de la mobilité, de la téléphonie mobile, et c'est une pénétration de 80%. L'Internet fixe est très très limité par contre. C'est l'Internet mobile qui est important en Afrique. Donc que peut-on faire? Que pourrait-on faire? Cette question a été posée. Peut-être qu'une bonne stratégie à envisager serait, pour faire croître le secteur de l'Internet fixe, c'est par l'intermédiaire des réformes politiques. Ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est de permettre d'avoir un régime d'octroi de permis, de licence, qu'il ne s'agisse pas forcément d'un ensemble total, mais plutôt d'un régime plus simple d'autorisation pour l'accès à Internet et pour l'ISP et pour les ISP. Et le fait de pouvoir être une ISP pour une zone spécifique aussi. Ça, c'est l'Internet fixe, pas seulement à l'échelon national, mais pour une seule communauté, ou un village, ou une ville, tout simplement, une plus petite ville. À l'heure actuelle, par l'intermédiaire d'une évaluation des opérations et des besoins opérationnels, eh bien, nous pouvons avoir une meilleure idée et nous avons bonne confiance de trouver un moyen
d'amener l'Internet fixe et qu'il y ait un meilleur taux de pénétration qu'aujourd'hui par rapport à Internet fixe. Merci beaucoup, Daniel. Alors, que dit-on sur les réseaux sociaux? Oui, on a fait un petit sondage en ligne. Quelques éléments ressortent qui ont déjà été discutés, mais les fondamentaux, l'accès à l'énergie. Là, il y a beaucoup de préoccupations. S'il continue de ne pas y avoir d'accès à l'électricité, les problèmes continuent. Les coûts, beaucoup de personnes parlent de coûts. Les jeunes estiment que les coûts sont prohibitifs, surtout lorsqu'il s'agit de créer une petite entreprise et de la faire fonctionner. Et quid des données? Quid de la vie privée des personnes et du caractère privé des données? Voilà, je vous donne à nouveau la parole. On peut tous y réfléchir à mesure où nous allons réfléchir aux mots de conclusion, et allez-y d'ailleurs. À l'Union africaine, nous avons une convention pour la cybersécurité et la protection des données, et donc, mais il n'y a que 3 pays qui l'ont ratifié. Alors, que voulez-vous que je vous dise? C'est un programme important, une initiative de conscientisation, de sensibilisation importante pour que les pays comprennent que c'est essentiel. À mesure où nous avançons vers la dimension cybernétique, dans l'espace cybernétique, il est essentiel aussi que nous nous protégions, que nous protégions nos populations, que les données des personnes demeurent privées ou soient protégées. Et je l'ai dit tout à l'heure déjà, sur l'identité numérique, il y a la question de l'interopérabilité. Il faut s'assurer que nous nous servons des mêmes normes et que nous les respectons. Tandis que nous passons aux conclusions, je vais parler lentement. Réfléchissez à 2 ou 3 mots qui vont définir l'environnement pour la connectivité à l'horizon 2030. 2 ou 3 mots, c'est tout, qui, d'après vous, vont forger le cadre et cette feuille de route à l'horizon 2030. Allez-y. Les jeunes, le partenariat, interopérabilité pour l'exploitation, MACTAR, énergétique, inclusif et jeune, gouvernance, le dynamisme de la jeunesse et les perspectives de l'inconnu. Doreen, accessible, autonomisation et inclusion, opportunité égale, partenariat. Partenariat, ce n'est que tous ensemble que nous allons arriver à cette fin. Nous avons lancé le rapport. Je vous remercie de votre temps.